Alors, on va passer maintenant donc à Jean Mercart. Jean, je vais te poser une première question. Donc, je crois que tu veux nous parler de la lessiveuse africaine. Et donc, est-ce que tu peux nous rappeler en quoi consiste cette affaire? Oui, merci. Moi, mon colon, celle que je préfère, c'est celle des biens mal acquis, mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur la lessiveuse africaine, qui est peut-être moins connue du grand public. Elle est intéressante. Pourquoi? Parce que les ONG de développement sont mobilisées depuis plusieurs années maintenant sur la fuite des capitaux des pays en développement. On parle beaucoup de ces grandes sommes, 500 à 800 milliards d'euros, qui fuiraient chaque année de façon illicite les pays en développement. Pour l'Afrique, stricto sensu, on dit que les montants qui ont fui offshore depuis une trentaine d'années suffiraient à effacer la dette extérieure du continent. Mais tout ça, ce sont des grandes données. On a assez rarement en fait des affaires concrètes sur lesquelles s'appuyer. Alors, la lessiveuse africaine, comment ça se passe? Ça se passe en 3 étapes. Vous avez des expatriés français ou des touristes français qui sont installés en Afrique ou qui vont y faire un tour. Quand ils vont dans un bureau de change, dans un hôtel, dans un supermarché, on leur propose, un certain nombre de ces commerces leur proposent de régler en chèque sans remplir l'ordre. Chèque en euros. Donc le client, on peut estimer qu'il n'a rien à voir là-dedans. Derrière, l'hôtelier ou le tenancier du bureau de change ou du supermarché va revendre la liasse de chèques à un intermédiaire contre de la monnaie locale. Et cet intermédiaire va remplir évidemment à son ordre et encaisser tout ça en envoyant les liasses par FedEx ou DHL à BNP Paribas Monaco. Donc on reste dans la principauté. Les montants en jeu, on a des montants, disons, assez précis sur Madagascar grâce à un rapport de l'inspection générale de BNP Paribas qui a été publié en octobre 2011. Sur Madagascar, en tout cas, il y a un des grands comptes qui a exporté entre 2008 et 2011 la modeste somme de 10 millions d'euros. Alors, si on extrapole un tout petit peu, on peut estimer que sur cette période de 2008 à 2011, il y a une cinquantaine de millions d'euros qui sont sortis de Madagascar sur cette période. Et on a découvert depuis, grâce à l'enquête préliminaire ouverte à Monaco, qu'il y avait 21 pays d'Afrique qui étaient concernés. Donc on a de fortes raisons de penser qu'il y a plusieurs centaines de millions d'euros qui ont fui ainsi le continent, voire on pourrait dépasser le milliard d'euros. D'autant que la période de 2008-2011, c'est celle qui a fait l'objet de l'inspection générale de BNP Paribas, mais on a de fortes raisons de penser là aussi que le préjudice ou la combine a commencé avant, puisqu'un certain nombre des comptes étaient ouverts par exemple depuis 2005. On a certaines raisons de penser aussi que BNP Paribas n'est pas forcément la seule à pratiquer de la sorte. Donc on voit bien le mécanisme de l'évaporation. Alors quel est l'intérêt pour les gens qui exportent ces chèques? L'intérêt, c'est de le faire à l'insu des autorités de contrôle d'échange. Vous n'avez pas le droit, en principe, de sortir des devises à l'insu des contrôles de change. Ça peut être aussi une façon de frauder le fisc. Bien évidemment, si vous ne voulez pas déclarer votre bénéfice, vous achetez des euros auprès de l'intermédiaire, le bureau de change ou le supermarché, et puis vous exportez comme ça vos bénéfices à Monaco, ni vu ni connu. Donc un préjudice considérable pour les pays concernés. On ne peut pas exclure non plus que ce soit une façon de blanchir de l'argent du crime organisé. Voilà en quelques mots l'affaire telle qu'elle se présente. Merci Jean. Alors, quelle a été la réaction des banques et des autorités face à cette situation? Alors, il faut dire d'abord comment nous, à Sherpa, on a été informés de cette affaire. C'est un lanceur d'alerte, c'est-à-dire un ancien salarié de BNP Paribas Wealth Management à Monaco qui nous a alertés. Alors, BNP Paribas Wealth Management, Monaco, c'est 250 salariés. Il
faut savoir qu'il y a 24 000 habitants à Monaco, donc il y en a 1% à peu près qui est salarié de BNP Paribas Wealth Management. À Monaco est quand même médaille de bronze au monde pour le taux de présence des banques par habitant. Derrière Montserrat et puis je ne sais plus quel autre paradis fiscal. Alors, qu'est-ce qu'il a fait notre salarié? On va l'appeler Wolfgang. Wolfgang, il n'est pas très à l'aise avec les pratiques de sa banque. Et c'est un peu le jeu des 7 familles. Première famille, il tente la hiérarchie. Il dénonce les agissements de la banque, toutes ces centaines de chèques qui arrivent sur le bureau de ses collègues tous les jours. À un moment donné, il commence à trouver ça suspect. La hiérarchie ne bouge pas. Deuxième famille, le 2 mai 2011, il décide d'envoyer un courrier à la direction de la conformité du groupe BNP Paribas. 10 jours plus tard, il reçoit sa lettre de licenciement. Troisième famille, il alerte la police de Monaco. La police, par lettre, il est auditionné aussi par la sûreté. Le procureur, donc ça c'est en janvier 2012, le procureur le 28 février lui répond « Les faits ne sont pas susceptibles de former une infraction pénale ». Ensuite, il alerte également la commission de contrôle des activités financières de Monaco. Donc c'est la commission qui est censée veiller à ce que le contrôle anti-blanchiment soit bien effectué. Cette commission répond par courrier « La commission n'est pas habilitée à régler les différends entre un particulier et un établissement ». Alors, il faut savoir quand même que c'est intéressant de regarder qui compose cette commission de contrôle des activités financières à Monaco. On a le vice-président de HSBC Monaco, un administrateur de la compagnie monégasque des banques, un expert comptable de BNP Paribas Monaco, bon, entre autres. Cinquième famille, là, notre Wolfgang se retourne vers les autorités françaises, puisque BNP Paribas est quand même de ce côté-ci de la frontière aussi. En juillet 2012, il est reçu par l'autorité de contrôle prudentiel de la Banque de France. Alors là, on ne sait pas très bien où ça en est, puisqu'en septembre, il reçoit une lettre qui dit « Nous ne sommes pas en mesure de vous informer des suites données », en invoquant le secret professionnel. Bon. Il décide dans la foulée d'alerter une 6e famille qui est l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Là, on n'a pas d'informations non plus sur les suites qui sont données. Et donc, en désespoir de cause, un journaliste présent dans la salle lui suggère d'alerter les ONG. Donc, il se retourne vers Sherpa, début 2013, et on porte l'affaire devant la justice monégasque. Alors, la justice monégasque, en avril, d'abord ne dit rien, ne réagit pas, on médiatise un petit peu l'affaire. Elle finit par lancer une enquête préliminaire. Il a fallu quand même qu'on porte aussi l'affaire devant la justice française, au tribunal de grande instance de Paris, pour savoir qu'une enquête préliminaire avait été déclenchée à Monaco. On a insisté, médiatisé sur l'affaire, et finalement en février 2014, un juge d'instruction a été nommé à Monaco. Donc, qui dit juge d'instruction dit théoriquement juge indépendant du pouvoir. Donc aujourd'hui, l'affaire est entre ses mains. Alors, Sherpa a voulu se constituer partie civile dans cette affaire. En première instance, cette constitution de partie civile nous a été refusée. Donc on vient d'interjeter appel et nous attendons pour l'instant. Quelles leçons peut-on tirer de cette affaire ? Je pense que la première, c'est qu'à minima, il y a une faillite complète du Know Your Customer, c'est-à-dire de l'obligation des banquiers de connaître leurs clients. Jérôme Bonafé lui-même, directeur général de BNP Paribas, a admis qu'à Monaco, ils avaient manqué de prudence. Bon. Et on ne peut pas exclure, au maximum, que cette grande lessiveuse africaine ait été orchestrée délibérément par la banque.
Deuxième leçon, c'est quand même l'attentisme, pour le moins surprenant, des autorités de contrôle. La troisième, c'est que le rôle des institutions internationales, comme le GAFI, est ici aussi mis en cause. C'est-à-dire que le GAFI, bon, il fait des rapports extrêmement fouillés, souvent très intéressants. Il a pointé un certain nombre de défaillances du système monégasque dans son dernier rapport en 2007. Par exemple, le fait que Monaco n'avait aucune obligation, n'imposait aucune obligation aux banques de contrôle accru sur la provenance des fonds quand c'était des pays blacklistés par le GAFI. Bon, il se trouve que Madagascar, par exemple, n'a pas de législation anti-blanchiment digne de ce nom. Et le GAFI, depuis que le G20 s'est réveillé en 2009 sur les paradis fiscaux, a commencé un très long et à peu près illisible exercice de notation, d'évaluation des pays. Il s'est concentré essentiellement sur les pays en développement. Monaco, pour l'instant, à ma connaissance, n'est pas dans la boucle. Et il en ressort des exercices de notation qui ne font absolument aucune pression sur des pays comme Monaco. C'est-à-dire que Monaco n'est pas blacklisté, ni d'ailleurs pratiquement aucun paradis fiscal ne figure sur la liste. Alors, quatrième leçon, c'est à mon avis le rôle salutaire quand même des lanceurs d'alerte. On le retrouve ici comme dans d'autres affaires, et des ONG, mais je dirais que c'est en désespoir de cause. C'est-à-dire qu'on ne peut pas uniquement se reposer toute notre législation sur le fait qu'à un moment donné, il y ait des sursauts éthiques de la part des salariés, quoi. Ces salariés doivent servir de révélateurs, mais derrière, il y a quand même la législation et l'autorité qui doivent prendre la suite. Et j'en conclurai là-dessus. Je pense que si on avait un échange automatique d'informations tel qu'il est annoncé par le G20, mais surtout pour le G20, si cet échange automatique d'informations incluait l'ensemble des pays du monde, ça veut dire y compris les pays en développement, y compris tous les paradis fiscaux, et ben, pratiquement cette lessiveuse africaine n'aurait pas été possible. C'est-à-dire que toutes les informations sur les comptes ouverts à Monaco depuis Madagascar ont été connues des autorités malgaches, des autorités gabonaises, sénégalaises, camerounaises, etc. Je m'arrêterai là.